Quand la chaleur des nuits de Phoenix se dissipe enfin, les RVE apparaissent comme une horloge, envahissant les recoins sombres de la ville. Elles bordent les canaux, les routes industrielles, les terrains vagues entre les autoroutes, des milliers de véhicules, jadis symboles de liberté, transformés en habitations précaires. À l'intérieur, des gens qui avaient autrefois des crédits immobiliers, un salaire et des projets, désormais pris au piège d'un système qui punit quiconque ne peut se permettre de stagner. Plus de 8000 habitants, 3000 installations de camping-cars et aucun endroit où aller. Ce n'est pas un problème marginal, c'est le symptôme visible d'un marché du logement conçu pour exclure. Et tandis que Phoenix tente de dissimuler la crise, il est légitime de se poser la question que personne ne veut affronter. Combien de temps faudra-t-il avant que cette situation ne vous touche de près? Quand le rêve s'est transformé en poussière. L'industrie des véhicules de loisirs a connu entre 2020 et 2022 une période de croissance fulgurante, comparable à une ruée vers l'or, qui s'est terminée comme toutes les ruées vers l'or, avec plus de victimes que de gagnants. Durant ces 2 années d'essor, les livraisons de véhicules de loisirs ont explosé, passant d'environ 440 000 unités en 2019 à plus de 600 000 en 2021. Les constructeurs ne parvenaient pas à suivre la cadence de production. Les concessionnaires ne pouvaient pas maintenir leur stock plus d'une semaine. Et surtout, les organismes de crédit étaient incapables de prêter assez rapidement pour faire face à cette demande frénétique. C'est là que le piège s'est refermé. Les camping-cars de classe R occupent une zone grise dans le système financier américain. Ce ne sont pas des maisons, donc ils ne bénéficient pas des protections des consommateurs, ni des réglementations hypothécaires applicables aux prêts immobiliers. Mais ce ne sont pas non plus des voitures, ce qui signifie qu'ils ne sont pas soumis aux limites de prêt à court terme, ni aux anticipations de dépréciation du financement automobile. Ils existent dans cette zone grise, une catégorie qui permet aux prêteurs de les traiter comme des jouets de loisirs, tout en facturant aux emprunteurs des prix comparables à ceux des maisons. Un camping-car neuf de classe A coûtait en moyenne environ 85 000 $. Sur 15 ans, à un taux d'intérêt de 7%, cela représente 1 400 $ par mois, sans compter l'assurance, l'immatriculation, le stockage, l'entretien, ni même le carburant. L'industrie a vendu un style de vie, les prêteurs ont vendu l'illusion de l'accessibilité, et des millions d'acheteurs ont signé des contrats en supposant que leurs revenus, leur stabilité et leur enthousiasme se maintiendraient pendant les 15 années suivantes. Aucune de ces hypothèses n'a résisté à l'épreuve de la réalité. Dès le milieu de l'année 2023, la vague de Penny-Stinlens saisie a commencé à prendre de l'ampleur. Les défauts de paiement sur les prêts pour camping-cars ont atteint 8,3% à la fin de cette année-là, soit près du triple du taux de 2021. En 2024, les saisies étaient supérieures de 27% à celles de l'année précédente. Et les premiers indicateurs laissent présager un taux encore plus élevé en 2025. Des dizaines de milliers de camping-cars sont repris par les prêteurs chaque trimestre. Mais contrairement aux voitures, qui peuvent être revendues aux enchères en quelques semaines, les camping-cars sont un véritable casse-tête logistique. Ils sont énormes, coûteux à stocker et à entretenir, et quasiment impossibles à revendre sur un marché saturé. Résultat, ils s'entassent dans des entrepôts et des fourrières, cuits sous le soleil du désert, tandis que les banques cherchent une solution pour s'en débarrasser. Pendant ce temps, ceux qui perdent sur leur caravane se retrouvent face à un choix difficile. Ils peuvent abandonner et subir les conséquences financières, ou tenter une nouvelle fois leur chance, souvent en rachetant une caravane d'occasion avec leurs économies restantes. Des milliers optent pour la seconde solution, et c'est ce qui jonche aujourd'hui les rues de Phoenix, les zones industrielles et les berges des canaux. La deuxième vague d'une crise financière nationale naît de l'illusion d'une liberté totale sur roue. Les calculs qui ont initialement poussé les gens à opter pour les RVE n'ont pas changé. À Phoenix, le loyer médian d'un appartement de 2 chambres s'élevait à 1 690 $ début 2025. Le revenu médian des ménages était de 68 000 $ par an, après déduction des charges, eau, électricité, gaz, etc., de l'alimentation, des transports et des soins de santé. Il ne restait à une famille type que 300 $ à la fin du mois. Une panne de transmission, une facture médicale, une augmentation de loyer, et l'équation s'effondre. Ainsi, face à la menace d'expulsion, l'achat d'une RVE d'occasion pour 10 000 $ semble une solution logique. C'est un toit, c'est la mobilité, c'est l'indépendance, jusqu'à ce que les coûts s'accumulent. L'assurance coûte entre 100 et 150 $ par mois. L'immatriculation ajoute 200 $ par an. Le stationnement légal implique de payer 1 200 $ ou plus par mois dans un parc de stationnement réservé aux résidents, ou de devoir constamment déplacer son véhicule pour éviter les amendes. Les vieux camping-cars tombent souvent en panne. Les réparations coûtent à des milliers de dollars. Le carburant absorbe le peu de revenus restants. En quelques semaines,
les gens réalisent qu'ils n'ont pas échappé à la crise du logement. Ils l'ont simplement déplacé sur roue. Et sans adresse fixe, conserver un emploi ou accéder aux services sociaux devient quasiment impossible. Ce à quoi nous assistons à Phoenix n'est pas une flambée passagère, c'est le prélude à ce qui se produit lorsque le coût du logement, le financement automobile et les infrastructures municipales s'effondrent simultanément. Et jusqu'à présent, la ville s'est contentée de traiter les symptômes tout en ignorant complètement la cause profonde, ce qui nous amène à la réalité de la gestion quotidienne de cette crise par Phoenix. La machine de l'échec. Phoenix a dépensé environ 14,7 millions de dollars pour les opérations de contrôle, de mise en fourrière et de nettoyage liées aux camping-cars au cours de l'exercice 2024. Ce montant devrait atteindre 19 millions de dollars pour 2025, au rythme actuel des dépenses. Imaginez un peu, près de 20 millions de dollars consacrés uniquement au déplacement des camping-cars, à la verbalisation de véhicules qui ne sont jamais payés, à la mise en fourrière de véhicules qui ne sont jamais récupérés et au nettoyage des déchets qui s'accumulent lorsqu'on oblige les gens à déménager constamment. Pas un seul dollar de ces dépenses ne permet à quiconque d'accéder à un logement stable. Pas un centime n'est investi dans de nouvelles infrastructures pour résoudre cette crise. L'intégralité du budget est consacrée au contrôle et au nettoyage, ce qui donne l'illusion d'agir sans rien accomplir d'autre que de déplacer le problème d'un quartier à l'autre. Le processus de contrôle fonctionne ainsi. Les agents du service d'urbanisme repèrent un groupe de camping-cars stationnés au-delà de la limite de 72 heures. Ils dressent des contraventions, généralement de 50 $ pour la première infraction et de 150 $ pour les suivantes. Ces contraventions restent impayées car les occupants de camping-cars n'ont pas 50 ou 150 $ disponibles. Après plusieurs contraventions, la ville peut demander l'enlèvement du véhicule. Mais c'est là que le bas blesse. Phoenix a des contrats avec plusieurs sociétés de remorquage, mais ces dernières refusent de plus en plus les demandes concernant les camping-cars car leurs fourrières sont pleines. Une fourrière standard peut accueillir entre 30 et 40 voitures. Elle peut accueillir 6 à 8 camping-cars s'il s'agit de petits modèles. Un camping-car de classe A de 12 mètres occupe l'espace de 4 voitures. Lorsque les fourrières sont pleines, les sociétés de remorquage cessent d'accepter de nouveaux véhicules, car elles ne peuvent pas les entreposer indéfiniment sans être payées. Et elles ne sont pas payées car les propriétaires ne récupèrent pas leurs véhicules. Les RV restent donc stationnés dans les rues, accumulant des contraventions qui ne seront jamais recouvrées, jusqu'à ce qu'une dépanneuse arrive et en emporte un, libérant ainsi une place de parking pour qu'un autre véhicule prenne sa place quelques heures plus tard. Les véhicules mis en fourrière créent leur propre crise. Les fourrières municipales de Phoenix sont conçues pour les voitures, pas pour les camping-cars. Elles manquent d'espace, d'équipement et de procédures pour gérer en toute sécurité les grands véhicules de loisirs. Les fourrières privées sous contrat avec la ville rencontrent les mêmes problèmes, auxquels s'ajoute la pression des coûts de stockage non pris en charge par la ville. Un camping-car immobilisé, caqué de 90 jours en fourrière, coûte de l'argent aux propriétaires du terrain chaque jour. Au bout d'un certain temps, ces propriétaires demandent à ce que les véhicules soient vendus aux enchères pour libérer de la place. Mais les ventes aux enchères de camping-cars à Phoenix sont saturées. Le marché est inondé de reprises, de déclarations de sinistres et de véhicules mis en fourrière. Des véhicules qui auraient pu se vendre 20 000 $ aux enchères il y a 2 ans, peinent désormais à dépasser les 5 000 $. Beaucoup ne trouvent de jamais preneur. Ils restent en attente d'une vente aux enchères à l'autre, leur valeur diminuant encore, jusqu'à ce qu'ils soient finalement mis à la casse pour pièces détachées. L'ensemble du processus, de la rue à la fourrière, puis à la vente aux enchères et enfin à la casse, prend entre 9 mois et 1 an, et chaque étape coûte de l'argent aux contribuables sans profiter à personne. L'infrastructure de santé publique s'effondre sous un poids similaire. Les camping-cars génèrent des déchets. Leurs réservoirs d'eau noire doivent être vidés tous les quelques jours, voire toutes les semaines selon leur utilisation. La plupart des personnes vivant dans des camping-cars dans les rues de Phoenix n'ont pas accès à des stations de vidange. La ville gère quelques installations publiques, mais elles sont payantes et situées loin des zones de stationnement de la plupart des camping-cars. Alors, les habitants improvisent. Ils déversent leurs déchets dans les égouts pluviaux, dans les canaux ou sur des terrains vagues. Le service de gestion des eaux usées de la ville intervient constamment suite à des plaintes concernant des dépôts sauvages. Mais il ne fait que nettoyer après coup, sans prévenir le problème. De même, les ordures s'accumulent car les camping-cars stationnés dans les rues ne bénéficient pas d'un service de collecte des déchets. Les résidents produisent des déchets. Ces déchets doivent bien aller quelque part. Ils finissent par s'entasser près des campements, attirant rats et insectes, créant une contamination et obligeant les équipes de nettoyage de la ville
à effectuer des passages réguliers et coûteux qui ne résolvent rien. Le système d'hébergement d'urgence est saturé et ne peut accueillir tous les habitants des camping-cars. Phoenix gère environ 2200 lits d'urgence dans l'ensemble de ses centres. Chaque nuit d'hiver, ces lits sont occupés entre 95 et 100%. Les personnes vivant dans des camping-cars ne correspondent pas au modèle traditionnel des centres d'hébergement, pour sans-abri, et ce pour plusieurs raisons. Nombre d'entre elles ont des animaux de compagnie, ce qui est interdit dans les centres. Beaucoup ont accumulé des biens qui ne rentrent pas dans un casier. Beaucoup possèdent du matériel médical ou des fournitures nécessitant une réfrigération ou de l'électricité. Beaucoup travaillent de nuit et ne peuvent pas respecter les couvre-feux des centres. Enfin, beaucoup préfèrent tout simplement l'intimité et l'autonomie de leur véhicule au chaos des dortoirs. Par conséquent, même lorsque des places sont théoriquement disponibles, elles ne fréquentent pas les centres d'hébergement. Elles restent donc dans leur camping-car, enchaînant les contrôles d'identité et les arrestations, gaspillant ainsi l'argent des contribuables et les ressources municipales sans jamais accéder aux services qui pourraient réellement les aider à retrouver une situation stable. L'approche actuelle de Phoenix est économiquement insoutenable, inefficace sur le plan opérationnel et inhumaine dans ses conséquences. Mais pour comprendre sa persistance, il faut comprendre qui vit réellement dans ces zones d'habitation précaires et pourquoi ces personnes sont prises au piège dans cette situation, car c'est la partie de l'histoire que la plupart des gens ignorent. Survivre à la chaleur. Le profil démographique des sans-abri vivant dans les parcs RV de Phoenix déjoue la plupart des idées reçues sur les personnes qui se retrouvent sans domicile fixe et les raisons de cette situation. Environ 40% sont des personnes de plus de 55 ans, souvent des retraités ou proches de la retraite, qui comptaient voyager pendant leurs vieux jours et qui ont constaté que leurs revenus fixes ne suffisent pas à couvrir les frais d'entretien du parc RV, les dépenses médicales et les besoins essentiels. 30% sont des personnes ou des familles qui travaillent, notamment dans les services, le bâtiment, les services de santé et le commerce de détail. Leurs revenus sont trop élevés pour bénéficier de la plupart des programmes d'aide, mais trop faibles pour se loger dans un logement traditionnel sur le marché immobilier actuel de Phoenix. Les 30% restants représentent un mélange de personnes ayant trouvé refuge à Phoenix pour des raisons médicales, accès aux soins ou climat plus clément, de personnes ayant fui des marchés plus chers et n'ayant plus d'argent ni d'autres options, et de personnes confrontées à des crises conjugales, divorce, perte d'emploi, rupture familiale, qui se sont retrouvées dans un parc RV comme solution temporaire, devenue permanente. Ce qui unit ces groupes, ce n'est ni la toxicomanie ni la maladie mentale, bien que ces problèmes existent au sein de la population comme partout ailleurs. Ce qui les unit, c'est la précarité économique qui a franchi un seuil critique. Ce sont des personnes qui peinaient déjà à joindre les deux bouts, qui ont perdu le filet de sécurité qui leur assurait une certaine stabilité et qui n'ont pas pu le reconstituer en vivant dans leur véhicule. Elles sont prises au piège, dans une situation où le coût du maintien à domicile dépasse leur capacité d'épargner suffisamment pour s'en sortir. Une personne gagnant 15 $ de l'heure à Phoenix perçoit environ 1 900 $ par mois après impôt. Si elle vit dans son camping-car, elle dépense au moins 300 $ en carburant pour se déplacer, 150 $ en assurance et immatriculation, 200 $ en nourriture, 70 $ en téléphone et 200 $ supplémentaires en lessive, hygiène et autres dépenses diverses. Cela représente 820 $ sur 1 900. Les 1 800 $ restants couvrent l'entretien du véhicule, les frais médicaux et, espérons-le, quelques économies. Mais l'entretien d'un camping-car est coûteux et constant, surtout pour les véhicules anciens. Une seule réparation anéantit les économies. Tomber malade signifie s'absenter du travail et perdre des revenus. La moindre urgence bouleverse la situation. Les gens restent donc bloqués, travaillant à temps plein, incapables d'économiser suffisamment pour s'en sortir. La logistique quotidienne de survie en camping-car à Phoenix exige une planification à laquelle la plupart des gens n'ont jamais à penser. L'eau est le premier défi. Le réservoir d'eau propre d'un camping-car contient environ 40 à 60 gallons, 150 à 225 litres, selon sa taille. C'est suffisant pour 3 à 5 jours en étant économe. Des points d'eau publics existent dans les parcs et certaines zones industrielles, mais il faut savoir où ils se trouvent et quand on peut faire le plein sans être importuné. De nombreux habitants de camping-cars font le plein dans les stations-service ou demandent l'autorisation au commerce d'utiliser des tuyaux d'arrosage. Certains paient un abonnement à une salle de sport uniquement pour avoir accès aux douches. La gestion de l'eau devient un calcul constant de la quantité disponible, de la vitesse à laquelle on l'utilise et des endroits où l'on peut se réapprovisionner. L'alimentation électrique est le deuxième défi.
Les panneaux solaires sont utiles, mais ils sont coûteux et beaucoup de camping-cars anciens n'en sont pas équipés. Les générateurs nécessitent du carburant et de l'entretien, et ils sont bruyants, ce qui attire l'attention. La plupart des gens comptent sur les batteries pour les besoins essentiels, rechargeant leurs appareils dans leurs véhicules en conduisant ou dans les bibliothèques et les cafés pendant la journée. Mais les étés à Phoenix rendent l'électricité vitale. La température à l'intérieur d'un camping-car métallique exposé au soleil peut dépasser les 54 degrés Celsius. Chaque été, des personnes meurent d'insolation dans leur camping-car à Phoenix. Faire fonctionner la climatisation nécessite soit un générateur, soit une prise de courant, deux options indisponibles lorsqu'on est stationné dans la rue. Alors, les gens s'adaptent. Ils se garent à l'ombre autant que possible. Ils aèrent le toit. Ils utilisent des ventilateurs à piles. Ils restent dehors aux heures les plus chaudes. Ils vont dans les bibliothèques, les centres commerciaux, partout où il y a de la climatisation pendant la journée. Et ils espèrent se réveiller le lendemain matin. Les enfants vivant dans ces véhicules subissent des perturbations scolaires qui aggravent tous les autres défis auxquels leurs familles sont confrontées. Les districts scolaires de Phoenix exigent une preuve de résidence pour inscrire les élèves. Un camping-car stationné sur la voie publique ne constitue pas une preuve suffisante. Les familles utilisent des services de réexpédition de courrier, les adresses de proches ou celles de centres d'hébergement pour justifier leur domicile à des fins scolaires. Mais les déplacements deviennent compliqués lorsqu'on vit dans un véhicule qui peut être non conforme au code de la route ou stationné à des kilomètres de l'école de son enfant. Les devoirs sont faits à la lampe de poche ou sur l'écran du téléphone. Les fournitures scolaires se perdent dans le chaos du manque de place. L'absentéisme scolaire en pâtit lorsque la famille doit déménager précipitamment suite à des contrôles. L'écart de réussite scolaire pour ces élèves est mesurable et catastrophique. Il représente un préjudice générationnel dont les répercussions se feront sentir pendant des décennies. Dans ces conditions, les crises médicales se multiplient. La gestion du diabète exige la réfrigération de l'insuline. Les problèmes respiratoires s'aggravent dans les espaces poussiéreux et mal ventilés. Les infections se propagent dans la promiscuité, faute d'installations sanitaires adéquates. La santé mentale se détériore sous le poids constant de l'instabilité, et l'accès aux soins devient quasiment impossible lorsqu'on n'a pas d'adresse, qu'on ne peut pas s'absenter du travail et qu'on n'a pas les moyens de payer les franchises. Les cliniques de Phoenix destinées aux populations vulnérables sont saturées. Les urgences deviennent des services de soins primaires pour les habitants des quartiers défavorisés, ce qui est la solution la plus coûteuse et la moins efficace pour dispenser des soins. Des affections évitables deviennent des urgences. Des affections traitables deviennent chroniques. Le coût humain est immense. Le coût financier pour le système de santé est exorbitant. Et personne ne s'attaque aux causes profondes. Comprendre qui sont ces personnes et à quoi ressemble leur quotidien rend l'approche actuelle de la ville encore plus indéfendable. Car pendant que Phoenix dépense des millions pour déplacer ces personnes, d'autres villes ont trouvé des solutions efficaces pour lutter contre le sans-abrisme dans les véhicules. Les solutions existent, les données prouvent leur efficacité, et Phoenix n'en utilise aucune. Ce qui fonctionne lorsque les villes essaient partout au pays, quelques villes prouvent discrètement que le problème des sans-abri ne doit pas forcément ressembler à celui de Phoenix. Eugene, dans l'Oregon, gère un programme appelé REST, Stationnement d'urgence sécurisé et transitoire enregistré REST, est un système simple et peu coûteux, fondé sur la logique plutôt que sur la sanction. La ville désigne des zones de stationnement spécifiques où les personnes vivant dans des zones réservées aux véhicules peuvent stationner légalement pendant de longues périodes. Chaque site est équipé de sanitaires, d'eau potable et d'un système de collecte des déchets. Les participants enregistrent leurs véhicules, reçoivent un permis de stationnement et sont accompagnés par des travailleurs sociaux qui les guident vers un logement permanent. Lancé en 2019 avec 2 sites desservant 40 véhicules, REST gère aujourd'hui 5 sites et plus de 120 véhicules. 63% des participants accèdent à un logement permanent en moins d'1 an et 22% intègrent des programmes de transition. Le coût, environ $540 par véhicule et par mois. Gestion, charges, sécurité et accompagnement inclus, contre $6 000 par véhicule et par an à Phoenix pour des mesures coercitives qui n'aboutissent à aucun logement. Los Angeles a repris une idée similaire et l'a développée à plus grande échelle. Constatant que son programme de stationnement sécurisé pour voitures ne répondait pas aux besoins des véhicules plus imposants, la ville a créé des aires de stationnement dédiées aux camping-cars, avec des emplacements de niveau pour les camping-cars de classe A, des branchements de 30 ampères pour l'alimentation électrique et les appareils médicaux, des stations de vidange conformes aux normes d'assainissement et une surveillance nocturne. Un accompagnement individualisé permet de prendre en compte les réalités de la vie en camping-car, panne mécanique, coûts de réparation et absence de domicile fixe.
Le programme de Los Angeles dessert aujourd'hui plus de 400 véhicules répartis sur 8 sites et reloge 71% des participants en moins de 18 mois pour un coût d'environ 800 $ par véhicule et par mois, une solution bien moins onéreuse et plus efficace que la répression. Phoenix pourrait reproduire n'importe lequel de ces modèles. La ville possède des terrains industriels adaptés à l'aménagement de parking. Elle collabore avec des associations spécialisées dans l'aide aux sans-abri. Elle bénéficie de financements fédéraux via les programmes du HUD spécifiquement destinés à cet usage. Ce qui manque à Phoenix, c'est la volonté politique de reconnaître le problème des sans-abri comme une crise du logement et non comme un simple problème de répression. Les dirigeants municipaux persistent à le présenter comme un problème de stationnement illégal et de nuisance publique, plutôt que comme une situation de travailleurs et de familles déplacés ayant besoin d'aide. Cette vision des choses justifie une approche répressive qui gaspille de l'argent et ne profite à personne. Tant que cette vision ne changera pas, Phoenix continuera de dépenser des millions pour déplacer les gens sans s'occuper de rien, tandis que la crise s'aggrave. La résistance à la mise en œuvre de solutions éprouvées provient de multiples sources. Certains résidents s'opposent à la création de zones de stationnement réservées aux véhicules à occupation multiple, RV, dans leur quartier, par crainte pour la valeur de leur propriété et pour la sécurité. Certains élus refusent de financer des services qu'ils perçoivent comme favorisant le sans-abrisme plutôt que comme une solution. Certains responsables ne comprennent pas la différence entre le sans-abrisme lié à un véhicule et le sans-abrisme traditionnel dans la rue et appliquent donc des solutions inadaptées. Enfin, certains acteurs tirent profit du système actuel, notamment les sociétés de remorquage qui ont des contrats de mise en fourrière et les propriétaires privés qui préfèrent une application de la loi empêchant les RVA de stationner sur leur propriété. Ces obstacles politiques sont bien réels, mais ils ne sont pas insurmontables si la pression est suffisante pour exiger un changement. Si l'on en croit le discours actuel des dirigeants à Phoenix et dans la plupart des villes touchées, un renforcement des mesures coercitives semble plus probable que la mise en œuvre de solutions, ce qui signifie que nous assistons à un avant-goût de ce qui attend les villes de toute la région. Le règlement de points à venir. Phoenix se trouve à la croisée des chemins, face à un choix déterminant pour son avenir. La crise des sans-abri, alimentée par les caravanes, qui déstabilise actuellement les quartiers et submerge les services, ne se résoudra pas d'elle-même. Elle ne s'atténuera pas progressivement avec l'amélioration de l'économie ou la stabilisation du marché immobilier. Ces causes sont structurelles et s'accélèrent. Les saisies de véhicules vont se multiplier. L'insécurité du logement va s'aggraver. De plus en plus de familles estimeront qu'une vieille caravane vaut mieux que rien. Et si Phoenix ne met pas en place les infrastructures et les services nécessaires pour briser ce cercle vicieux, les 3200 véhicules actuellement stationnés paraîtront insignifiants face à l'ampleur du problème à venir. Chaque donnée présentée dans cette analyse est vérifiable. Les images prises par drone montrent de véritables campements dans les rues de Phoenix, filmés au cours des 60 derniers jours. Les statistiques relatives aux fourrières proviennent des documents budgétaires de la ville et des rapports des entreprises de remorquage sous contrat. Les chiffres relatifs aux coûts reflètent des dépenses réelles déclarées dans les rapports financiers municipaux. Les résultats des programmes de logement sont issus d'évaluations publiées par les villes de Jean et de Los Angeles. Il ne s'agit ni de spéculation ni d'exagération. C'est la documentation d'une crise en cours, analysée à partir de preuves accessibles à tous. Le coût de l'inaction persistante s'aggrave chaque jour. Phoenix dépense actuellement environ 52 000 $ par jour pour faire respecter le système RV, nettoyer les lieux et mettre les véhicules en fourrière, déplaçant ainsi les personnes sans les aider. Cela représente 18,9 millions de dollars par an. Avec cette même somme, la ville pourrait gérer des parkings sécurisés pour 600 véhicules avec un accompagnement et des services de soutien complets en s'inspirant du modèle de Jean, ou encore 450 véhicules avec des services intensifs selon le modèle de Los Angeles, ou 300 véhicules avec un accompagnement global en suivant l'approche adaptée de Sacramento. Chacune de ces solutions permettrait d'héberger les personnes de manière permanente. L'approche actuelle, elle, ne permet jamais d'héberger personne. C'est une faute de gestion financière déguisée en politique. D'autres villes ont prouvé que des approches plus efficaces existent. Phoenix peut étudier leur modèle, adapter leur programme et mettre en œuvre des solutions immédiatement. Le terrain est disponible. Le financement est assuré par des programmes fédéraux et la réaffectation des budgets de répression. L'expertise des organisations à but non lucratif est présente localement. L'infrastructure politique nécessaire est en place. Ce qui manque, c'est le courage. Le courage de reconnaître que le marché ne résoudra pas ce problème. Le courage d'investir dans des infrastructures peu attrayantes, comme les déchetteries et la gestion des cas,
plutôt que dans des mesures répressives à forte visibilité politique. Le courage d'expliquer aux électeurs qu'aider les gens a un coût, mais que c'est la bonne chose à faire, et, au final, moins cher que les autres solutions, ce courage fait cruellement défaut parmi les dirigeants actuels de Phoenix, mais il pourrait émerger si suffisamment d'habitants l'exigent. Pour suivre l'évolution de cette crise ville par ville et anticiper les prochaines étapes, consultez notre dernière vidéo analysant les 7 phases de l'effondrement du phénomène des sans-abri vivant en camping-car. Visionnez-la ensuite et abonnez-vous pour ne rien manquer.